Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de cette nouvelle rencontre The Good Company. La bonne compagnie qui s'interprète dans deux sens, l'entreprise et la bonne compagnie, relations sociales. Alors, je suis ravi de vous accueillir à la fois sur notre plateau, bien évidemment, pour ceux qui ont pu se déplacer, et également ravi de vous accueillir en digital pour découvrir un peu plus ce tiers-lieu qui est l'Ethics Village, qui, s'il en est emblématique, est un tiers-lieu de transformation des organisations et des territoires. Mais sa vocation, c'est essentiellement inspirer, rassembler, soutenir. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de dogme, mais simplement tout un tas de réflexions qui nous bouleversent aujourd'hui, compte tenu de ce que l'on vit avec la pandémie du Covid-19. Alors, cette rencontre se fait en partenariat, bien évidemment, en partenariat Ethics Group avec TB Aménagement, TechLigne. Et ici, à mes côtés, il y a Michel Brugerolles, qui en est le directeur général. Et Michel, les tiers-lieux, donc le thème d'aujourd'hui, repenser son environnement à l'aune des déploiements des tiers-lieux 2.0, nous interroge à bien des dimensions. Un beau challenge. Merci de nous accueillir dans ce lieu, dans cet espace qui ne fait pas exception à la règle. En fait, on a vu apparaître depuis quelques années les éléments de l'habitat dans l'univers du bureau. Tout le monde a vu effectivement tous ces fauteuils, les tapis, les canapés, mais aussi les bibliothèques et pourquoi pas les jeux. Et puis depuis un an, de manière assez forcée, il est vrai, c'est le bureau qui s'est invité dans l'habitat. Et nous, enfants de Descartes, on se trouve un peu bouleversés par ce mouvement un peu chaotique qui amalgame, qui superpose les genres et qui fait en fait, qui rend difficile la dissociation entre le temps de travail et le temps personnel. Avec des fortunes diverses, des enseignements aussi variés. Certains ont adoré effectivement ce mouvement et d'autres, par contre, l'ont absolument rejeté. Alors la question qui est posée devant nous, c'est et demain ? Et demain, comment ça va se passer ? Alors, avec Thierry, on joue souvent sur les mots en essayant de trouver les termes les plus adaptés. Et il y en a un qui me vient aujourd'hui, c'est celui de destination. Et comme souvent, le terme a deux sens. Et destination, c'est à la fois l'usage, à quoi ça sert, et puis la direction, le sens que l'on va donner aux choses. Et je pense que ce qui est devant nous, c'est ça, c'est-à-dire on est à la croisée des chemins, c'est qu'est-ce que vont être les bureaux demain ? Quelle destination vont-ils constituer ? Et il va falloir pour ce faire qu'ils soient à la fois accueillants, inspirants, attractifs, pour motiver les gens à faire l'effort, parce qu'une destination à rejoindre, c'est toujours un effort à produire, et l'effort pour s'y rendre. Et je pense que c'est ça, en fait, qui se présente devant nous. Et l'occasion nous est donnée ce soir de balayer à la fois ce champ entre le bureau et l'habitat, mais pas que, et peut-être aussi des visions un peu différentes, un peu troisième voie, un peu alternatives, pour nous conduire dans des choses qui rejoindront et qui rencontreront les aspirations des uns et des autres. C'est bien ça, Michel. Je vais rebondir sur cette quête de sens aussi, parce qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur le sens à donner aux choses, au sens à donner à notre vie active. Cette quête de sens, finalement, rejoint aussi l'esprit de l'entreprise en mission sociale et environnementale. Et tu le sais, nous le sommes devenus en avril 2020, et ça nous engage à transformer les organisations et les territoires. Et quand on parle finalement d'espace de travail, et comme tu l'as dit, tout se superpose, à la fois l'environnement personnel, l'environnement de travail, on a le télétravail, on a le tiers-lieu, on a l'entreprise. Tout ça, finalement, fait un mélange des genres, mais avec un impact immédiat, probablement sur la gouvernance de nos entreprises. Un vrai questionnement sur comment on va avancer, comment on va fonctionner demain dans nos organisations qui vont être téléétendues. A fortiori, on n'en aura pas le choix. Le télétravail n'est plus une question,
finalement. C'est un fait qui s'impose. Maintenant, comment allons-nous réagir à tout cela? Comment allons-nous réussir à continuer à agir et à faire ensemble quand on est parfois un peu éloigné? Même si aujourd'hui, on se dit on est proche de ceux qui sont sur le plateau et finalement pas si loin de ceux qui ont pu nous rejoindre au travers de l'écran et que je vois juste derrière moi et que je remercie parce qu'on a toute une résonance enclenchée, un mouvement enclenché, parce que la réalité, c'est qu'on ne sait pas très bien encore comment ça va se concrétiser. Et c'est bien ça l'intérêt de nous retrouver pour la deuxième fois sur ce sujet, et il y a eu pas mal de concertations sur les sujets de tiers-lieux, et ça ne sera certainement pas la dernière, parce qu'on est en train d'écrire une histoire. Et donc, pour revenir à nos entreprises, effectivement, il y a une notion de gouvernance concertante aussi, qui vient s'additionner à la gouvernance téléétendue, parce que, et on a fait un sondage très récemment sur la concertation, et une très grande majorité des Français, citoyens salariés, se disent que la concertation est un bon levier, un bon moyen pour écrire le monde d'après. Alors ce monde d'après, on le dessine comme on veut. C'est un virage, c'est un renouveau, c'est une transformation. Bref, en tout cas, c'est un bouleversement assurément pour tous. Mais tout ça s'inscrit aussi dans une notion de temps. On a vu un an là, qui s'est passé à une vitesse folle, qu'on subit sur certains points, qui s'accélère sur d'autres. C'est l'effet d'une crise dont on n'a jamais mesuré la dimension et dont on mesurera difficilement la dimension. Donc cette question de temps pose une réflexion nouvelle, je dirais plutôt, cher Michel. Le tempo. Dans quel tempo on se trouve? Comment pouvons-nous réagir? À quel rythme? Parce qu'il y a des antagonismes qui sont relativement forts aujourd'hui entre cette fameuse accélération et puis le temps de réflexion qui nous serait nécessaire. Alors ça, c'est une vraie question, le temps. Moi, j'avoue que c'est une question un peu fondamentale parce qu'il est curieux, et tu disais paradoxal, de voir comment cette année est passée très rapidement, si rapidement, alors qu'à d'autres moments, on a eu l'impression que le temps était suspendu. On a appris des choses tout à fait étonnantes, à dire un jour le contraire exact de ce qu'on avait dit la veille. Alors ça, c'est très troublant, hein, et encore, Descartes est malheureux aujourd'hui. Et donc, effectivement, il faut à la fois aller rapidement, il ne faut pas se hâter non plus trop vite parce que les choix sont quand même difficiles, et tu l'as dit tout à l'heure, il faut dessiner, et puis ça va prendre un peu de temps de dessiner. Par contre, la prise de conscience, elle, est urgente. Et puis après, il y a un autre phénomène lié au temps, c'est les générations. Et je pense que ça, les jeunes générations vont sans doute payer un lourd tribut à ce qu'on est en train de vivre. Par contre, là aussi, paradoxe, elles ont goûté à une liberté de choisir le lieu où ils vont travailler, et dans un espace totalement contraint, privé de liberté. Alors ça aussi, c'est un peu paradoxal. Mais par contre, on ne reviendra pas en arrière là-dessus, et je pense que les aspirations qui dépassent pour le coup largement le cadre des gouvernances, des injonctions managériales, des lieux, etc., mais vont aussi nous conduire vers des réflexions sur, on le disait tout à l'heure, sur le sens, sur la signification, sur la consommation, sur ces tendances consuméristes assumées depuis de nombreuses années, le bien-être et tout un tas de notions qui sont déjà en vigueur et en réflexion permanente dans les entreprises aujourd'hui. Alors cette notion de temps, on n'a pas tellement envie de la subir. Comme tu dis, on est dans un espace-temps un petit peu bizarre. Là, on est dans une sorte de vacuité, de vide médian. Alors, tu fais appel à Descartes, on pourrait faire appel à des tas de philosophes parce que finalement, tout ce qui se passe aujourd'hui nous interroge, nous interpelle et nous oblige à nous questionner sur ce que nos modes de vie, nos modes de fonctionnement vont devenir et à quel rythme. Parce qu'on se disait, après le premier confinement, il y a les choses qui vont repartir. Après, au mois de septembre, on commençait à se dire, non, ça ne va pas repartir exactement comme avant. Et puis,
le temps passe et là, on se pose encore des questions sur le devenir de chacun et le devenir peut-être collectif aussi. Alors Michel, on va continuer à avancer dans l'Ethics Village et sur ce plateau de concertation que nous avons co-construit en concertation avec l'ensemble des collaborateurs, ceux qui l'animent, ceux qui le vivent, et à l'échelle non pas d'une seule entreprise, mais de plusieurs entreprises. Et ça marque le sens aussi, je crois, d'un élément important, c'est la communauté, la notion de communauté, de partenaire, communauté de clients, dans une dynamique que on aime à croire, une dynamique d'économie collaborative, une économie plus vertueuse, d'où cet engagement social et environnemental. Alors, quand on questionne les espaces de travail, l'environnement de travail, quand on se pose la question des tiers-lieux, des cahiers des charges ont été faits, des réflexions, des écrits, il y a tout un tas de choses qui sont faites, très construites, très pertinentes. Mais aujourd'hui, la vraie question, finalement, elle est là, elle est dans le cœur, dans le ventre, dans la tête, dans la culture, dans ce que l'on veut impulser de nouveau. C'est très humain, finalement. Ce champ culturel est extrêmement important, d'une part, mais tellement impalpable, invisible, qu'il est difficile à appréhender. Alors, c'est une forme de chemin de pleine conscience, je crois qu'on est en train de parcourir, de se rendre compte que finalement, des choses peuvent changer, être bouleversées très très vite. On vit dans un monde d'incertitude, mais il faut apprendre à l'accepter, apprendre finalement à oser, à agir, pour vivre dans une forme d'impermanence. Ça sera certainement plus facile à vivre d'ailleurs, si on est prêt à l'impermanence. Parce que ça rassure aussi, quelque part, si nous sommes prêts. La difficulté aujourd'hui, c'est que les cadres étaient bien définis et les cadres rassurent. Quand on enlève le cadre, on le sait, c'est beaucoup plus compliqué de s'y retrouver et de tracer son chemin. Alors cette réflexion que nous avons entamée aujourd'hui, Michel, avec toutes les équipes et bien d'autres partenaires qui travaillent sur ces réflexions autour des tiers-lieux et des collectivités qui sont engagées, parce que le tiers-lieu 2.0 sera un tiers-lieu de vie, sera un tiers-lieu avant tout social, et puis les espaces, j'irai à la maison, se confondent un peu, tu disais tout à l'heure, se superposent avec les espaces extérieurs de travail, oui, mais je vois aussi que dans cette période de confinement, où les libertés sont restreintes et s'ouvrent, comme tu l'as dit, pour écrire une nouvelle histoire, mais ces libertés qui sont restreintes nous conduisent à dire « Waouh, dès qu'on va être libéré, la première chose que l'on va aller faire, c'est aller au restaurant, aller dans un bar. » Non pas qu'on puisse pas manger chez nous, je crois qu'on mange très bien, non pas qu'on puisse pas boire, mais on sent bien ce réflexe, cette volonté de reprendre une vie un peu normale, libérée et de relations sociales, d'aller au contact. On a besoin de ce contact. Et c'est vrai que finalement, et là, j'irai non pas du côté de Descartes, mais du côté de Socrate, de dire on a toujours le sens de vouloir faire utile, de faire juste et de faire le bien. Et on se rend compte, et cette année est assez instructive pour ça, qu'en fait, on se sent bien quand on est utile à l'autre, quand on agit ensemble, parce que s'ennuyer, être dans un coin, c'est se désocialiser. Se désocialiser, c'est se sentir finalement mal. Et donc augmenter son stress, les fameux risques psychosociaux, etc., etc. Donc finalement, aujourd'hui, on est en train de se poser de bonnes questions pour anticiper tout cela et réduire et être dans une action très préventive. Donc finalement, cette réflexion sur l'environnement, les espaces de travail, le tiers-lieu, c'est aussi presque une question de santé publique
et de devenir de notre société. À nous d'en prendre conscience et de se dire non, on a un vrai rôle à jouer, chacun. Quand je disais ça part du cœur, du ventre et de la tête, c'est une question de volonté d'action, mais volonté d'action pas dans le champ individuel et de manière égoïste, de repli sur soi, comme on le voit à l'échelle de la géopolitique, c'est assez remarquable, mais dans le sens de la solidarité, de l'engagement collectif. Je crois que c'est dans ces cas-là qu'il faut se retrouver. Et donc, si on se retrouve dans des communautés de sens, de valeurs, on fait de la survaleur, et de la survaleur pour le bénéfice de l'humanité au sens large, je vais dire, et on entraîne avec ça tous nos outils, et on rationalise peut-être un petit peu tout ça pour faire en sorte que l'humanité, au final, soit gagnante. Voilà, je ne sais pas si cher Michel, tu veux rajouter quelque chose sur cette petite introduction, très spontanée, on va dire. Non, il est juste curieux de voir que d'un sujet où finalement on a l'impression qu'il a son cadre et il est en lui-même restreint, il ouvre, et la période nous y aide en fait, à ouvrir le champ des possibles et finalement ouvrir un terrain d'expérimentation dont on va parler ce soir, dont d'ailleurs on ne connaît pas la solution et on ne connaît pas l'issue exactement. Mais je pense que c'est aussi ce qui fait l'intérêt de tout ce que l'on mène, à la fois dans le traitement des espaces, mais pas que, c'est aussi le traitement. Et en fait, on travaille sur l'humain, et finalement, c'est peut-être ça, c'est le cœur, c'est la tête, c'est ce que tu disais juste à l'instant. Et je pense qu'on est au cœur des préoccupations de chacun aujourd'hui. C'est super, et on voit aussi, si on s'intéresse un petit peu à la littérature, que Victor Hugo, Voltaire et d'autres l'ont dit avant nous, dans d'autres périodes, c'est assez remarquable de faire quelques parallèles intéressants. Mais allons rentrer à présent dans le concret, et on va passer la parole à Marie et Myriam, qui vont faire une plongée un peu plus en profondeur sur les environnements de travail, la transformation, puisque tout ça est une question finalement de transformation, de métamorphose, de transition. Marie, Myriam, la parole est à vous. Merci Thierry, merci Michel pour ces propos introductifs fort inspirants. Bonjour à toutes et à tous. Je me retrouve donc avec Myriam ici présente. Et vous voyez d'ailleurs juste derrière nous quelques images du projet qui nous a unis il y a quelques mois maintenant, puisque nous nous trouvons ici dans le plateau de concertation Colidé au Syndétix Village de Blagnac. Vous en avez parlé, Thierry et Michel. Effectivement, un lieu que nous avons souhaité mettre en œuvre au Syndétix Group. Pourquoi ? La première question à se poser, c'est ce fameux pourquoi. Alors nous, au Syndétix Group, nous avons l'intelligence collective et la concertation au cœur de notre fonctionnement, au cœur de notre gouvernance. Et nous souhaitions le mettre en œuvre dans nos espaces et pouvoir le partager au plus grand nombre. Alors nous avons contacté les équipes TechLean et nous avons souhaité mettre au cœur de nos usages la concertation, l'intelligence collective dans ce plateau. Et nous avons conçu ces quelques images que vous voyez derrière nous, qui datent d'il y a quelques mois maintenant, les images du plateau de concertation qui s'est aujourd'hui concrétisé au lendemain du premier confinement et dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ce qui nous unit, c'est vraiment cette réflexion sur les usages en amont de l'environnement de travail finalement, parce que tout l'enjeu, c'est bien sûr de se questionner sur son environnement de travail, oui, mais s'interroger sur la transformation profonde des organisations, de nos modes de fonctionnement. Finalement, nous abordons le sujet non pas uniquement sous un prisme très physique, mais on l'a bien compris, c'est un sujet pluridisciplinaire qui revêt de nombreux aspects. Et nous souhaitons tout simplement aborder la transformation de nos organisations au travers de ce prisme-là. Parce que finalement, pour mettre en œuvre des changements dans une entreprise, dans une organisation, on le sait tous, par nature, c'est très complexe. L'humain est réticent au changement. Et quoi de mieux qu'un changement physique pour bousculer des repères établis, pour faire tomber certaines habitudes que l'on pouvait avoir. Donc quoi de mieux que ce changement physique pour porter un changement un peu plus profond sur nos modes de fonctionnement, nos modes de faire. Alors chez Ethics Group, nous accompagnons des organisations de toute taille dans ces sujets-là et nous avons pour objectif de le faire dans une dynamique concertante.
On l'a entendu en introduction, ici, l'Ethics Village a été conçu en concertation avec l'ensemble des collaborateurs. Et c'est une démarche que nous faisons auprès de nos clients partenaires avec l'ensemble de leurs équipes. Parce que cette dynamique collective de faire ensemble, elle est réellement porteuse de sens pour l'équipe. Alors très concrètement, comment ça se passe ? Avant de réfléchir à son environnement de travail, c'est déjà de se questionner sur ces fameux usages que l'on souhaite pour demain. Et pour ce faire, on va déjà commencer par cartographier le mode de fonctionnement actuel de l'entreprise en faisant parler les collaborateurs sur les rôles et responsabilités de chacun, sur les activités qu'ils accomplissent au quotidien. Tout ça pour bâtir un socle commun qui nous permettra de parler le même langage pour ensuite questionner ce langage-là et imaginer des modes de fonctionnement futurs. On va également échanger avec le cercle stratégique à une vision d'entreprise un peu plus globale sur des indicateurs clés, sur la performance de l'entreprise, sur l'activité, sur les marchés. Et fort de tous ces éléments-là très factuels, les modes de fonctionnement d'aujourd'hui, des indicateurs de pilotage, on va être en mesure de se questionner sur les modes de fonctionnement souhaités au regard de l'ambition que se donne l'entreprise pour les mois, les années à venir. Quel mode de fonctionnement pour soutenir et atteindre cette ambition ? Et par voie de conséquence derrière vient très naturellement le sujet de l'environnement de travail qui va venir faciliter ces nouveaux modes de fonctionnement, ces changements qui s'opéreront de façon très opérationnelle, très quotidienne pour l'ensemble des équipes. Et ces modes de fonctionnement que l'on va souhaiter vouloir faire perdurer dans le temps, pour ce faire, il va falloir les animer. Animer ces changements, ces nouveaux modes de fonctionnement par des rituels collectifs, par exemple. Animer également l'usage des espaces dans le temps. On le sait tous, l'environnement de travail ne cesse d'évoluer et on l'a très clairement vu cette année. Tout l'enjeu va être aussi de voir cet environnement de travail comme un outil au service de l'entreprise, au service des collaborateurs, pour questionner sans cesse ces modes de fonctionnement en vue d'atteindre son ambition. Alors, c'est des sujets que bon nombre d'entreprises se posent aujourd'hui. Quelle entreprise aujourd'hui ne se questionne pas sur son environnement de travail ? On le voit, on échange avec des entreprises de toute taille, des PME de 50 collaborateurs jusqu'à des grands groupes industriels dans l'administration de plusieurs milliers de personnes. Quelle que soit la genèse de ces réflexions, on a pu le voir, on accompagne notamment une PME qui cherche à se préparer à un avenir de croissance et qui, pour ce faire, souhaite agrandir ses locaux. Agrandir ses locaux, c'est une chose, mais soutenir la croissance, c'est aussi fonctionner différemment pour être en capacité d'opérer cette croissance. Donc le sujet peut venir de façon très ambitieuse et organique par rapport aux problématiques de l'entreprise et se pose aujourd'hui dans son fonctionnement actuel. Pour d'autres entreprises, ça va être des questions d'optimisation immobilière, par exemple. Pour d'autres encore, un nouveau bâtiment à investir à horizon 3, 4, 5 ans et comment on embarque l'ensemble de ses collaborateurs dans cette dynamique. Bref, on voit bien que le stimuli peut être très, très divers et très, très varié d'un contexte à l'autre, mais néanmoins, la profondeur du questionnement est similaire dans toutes les organisations. Ce qui est très important, c'est de réfléchir ces sujets-là très en amont, finalement, dès la phase projet physique, j'ai envie de dire, le projet immobilier. Dès le début de ces questionnements-là, c'est aussi de se questionner assez tôt sur ce que l'on souhaite faire, pour en définir les usages, pour définir comment nous souhaitons que ce lieu incarne les modes de fonctionnement futurs. C'est là, Myriam, avec toutes vos équipes, que vous savez formidablement bien nous accompagner. Nous avons identifié des usages. Maintenant, comment les concrétiser, comment les mettre en œuvre de façon très physique dans un lieu ? La question est tout autre. Merci Marie pour cette présentation. Alors effectivement, tu as expliqué que ce qui nous rapprochait, Techline et Ethics, c'était la définition des usages. J'irai même plus loin, c'est peut-être même plutôt l'humain qui va travailler dans ces environnements de travail. Et là, sur le sujet qui nous intéresse, et l'exemple qu'on a donné et qui défile derrière nous, c'est effectivement cet espace de concertation. On l'a travaillé ensemble de manière un peu particulière, puisque comme tu l'as souligné, c'était lors du premier confinement. Donc tout a dû se faire à distance en digital. Donc nous aussi, on a dû repenser nos manières de travailler, en tout cas pour la part de Techline, parce que Ethics, vous êtes déjà un peu plus avancé sur tous ces sujets-là. Et là, du coup, on a travaillé avec vous sur vos usages, vos manières de travailler, et surtout comment vous recevez les personnes, puisque l'idée de ces plateaux de concertation, c'est vraiment de recevoir. Et là, on est sur un espace de travail hybride. Il va y avoir plein de configurations différentes. Et ces configurations-là, en fait, on ne peut pas les faire sur 1500 m². Aujourd'hui, ce plateau fait 350 m². Donc l'idée, c'était de répondre
à vos différents besoins à l'aide d'espaces et de mobilier qui soient eux-mêmes hybrides pour pouvoir générer différentes postures, différentes dynamiques au sein même de ce plateau de concertation. Et finalement, ce côté très modulable de l'environnement, on en parlait en introduction, qui peut dire ce qui se passera demain, comment nous fonctionnerons demain? Je crois que c'est un invariant aujourd'hui quand on réfléchit à l'environnement de travail que d'offrir cette modularité, cette possibilité d'évolution permanente pour justement être en capacité de réagir, d'anticiper l'avenir et les transformations de nos entreprises. En fait, l'exemple effectivement ici est assez bon parce qu'aujourd'hui, on a énormément d'entreprises qui se posent la question de l'optimisation immobilière. Parce que effectivement, au lieu d'avoir 100 collaborateurs, j'en ai peut-être que 75 qui viennent de manière quotidienne sur site ou autre. Aujourd'hui, on est encore en train de se poser toutes ces questions-là. On ne sait pas vraiment où on va, donc on est encore à tâtons. Mais il y a une vraie logique d'optimisation de surface. Et ça, c'est un enjeu d'entreprise, mais pour autant, l'autre enjeu principal de l'entreprise, c'est comment je vais pouvoir donner du sens, comment mon entreprise va être une destination, Michel tout à l'heure en parlait, pas uniquement une destination de travail, mais aussi une destination émotionnelle. Qu'est-ce qui va faire que mes collaborateurs vont avoir envie de revenir sur mon site? Qu'est-ce qui va faire que mon site va pouvoir offrir différents typologies en fait, d'espaces répondant à de la collaboration, à de l'intimité, à de la créativité. Tout ça, tous ces sujets-là, en fait, sont vraiment des facteurs clés aujourd'hui au sein des entreprises. Sauf que la surface, aujourd'hui, on ne pousse pas les murs, au contraire, on rétrécit un petit peu les frontières. Donc, du coup, il faut vraiment avoir une zone qui peut avoir différentes destinations, pour le coup. Voilà. Effectivement, et on le voit, donc l'environnement a un impact immédiat sur les hommes et les femmes qui travaillent au sein de l'organisation. Effectivement, quand on réfléchit à ces enjeux d'organisation, des enjeux de collaboration, développer des synergies en interne entre des métiers, on le voit de façon très naturelle, l'environnement de travail va faciliter cette mixité, ces échanges. De même, si l'enjeu est peut-être de développer l'innovation, l'environnement peut lui aussi stimuler, faciliter cette créativité. Et finalement, ce qui devient très intéressant, c'est d'observer comment l'humain réagit dans différentes mises en situation, quel impact cela peut-il avoir sur un collectif, sur une prise de décision. Et finalement, on arrive à considérer l'environnement comme un réel outil au service du développement des équipes au sein des entreprises. Alors, on va ouvrir un temps d'intelligence collective. Ce soir, c'est la coutume des rencontres The Good Company pour réfléchir ensemble sur ce questionnement-là. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est finalement, est-ce que nos environnements de travail actuels correspondent-ils à ce que vont devenir nos organisations demain? Déjà, première question, est-ce que nous avons à faire évoluer nos environnements de travail? Pourquoi faut-il les faire évoluer, le cas échéant? Et finalement, sommes-nous prêts à imaginer des espaces de travail autrement? On voit bien que la question est très profonde. Ce n'est pas uniquement une question de mètres carrés ou de mobilier. C'est une question de transformation, de comportement d'hommes et de femmes, de mode de fonctionnement. Sommes-nous prêts à ouvrir ce champ de questionnement dans nos organisations? Et comment repensez-vous aujourd'hui vos environnements de travail? On va se retrouver en petits groupes, avec au sein de chaque groupe un animateur éthique pour vous accompagner dans vos échanges. On se laisse une trentaine de minutes de réflexion et nous nous retrouverons ici, au plateau Colidé, pour partager l'ensemble de vos idées. Merci Myriam. Merci Marie. Alors nous revoilà au retour de ces échanges très riches. J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de discussions et d'échanges dans chacune des salles. Alors on va laisser chacun revenir progressivement dans cette nouvelle salle plénière. On retrouve chacun autour de cette session. Vous voyez à l'écran derrière nous la plateforme Colidé sur laquelle vous avez contribué pendant ces temps d'intelligence collective, puisque vous aviez à vos tables un animateur qui s'était synthétisé l'ensemble des idées. Je crois qu'on a près de 50 idées qui ont été retranscrites ce soir pour cette rencontre. Alors, tout le monde est là, on me fait signe, donc c'est bon, nous allons pouvoir regarder un petit peu le fruit de vos réflexions. Donc vous avez échangé sur 2 questionnements. Pourquoi faut-il changer son espace de travail aujourd'hui et comment le repenser pour répondre aux enjeux de demain? Sur la première question, le pourquoi,
Je crois qu'il y a une unanimité qui est ressortie autour de l'humain. Vous avez été peut-être fortement inspiré ou ce que vous vivez aujourd'hui impacte nécessairement ces idées-là et vos réflexions. L'humain, le besoin d'échange ressort dans bon nombre de contributions. Vous parlez d'échanges informels, d'événements informels qui sont nécessaires pour bien vivre son travail demain. Le besoin de se retrouver, de se rencontrer, d'avoir des échanges face à face. Myriam, l'humain au cœur de l'environnement de travail, je crois que c'est quelque chose de prioritaire aujourd'hui. Comment de nouveaux aménagements peuvent faciliter ces échanges informels, ce lien humain au sein même de l'organisation qui devient une priorité aujourd'hui? En fait, notre base de travail, même avant tous les événements qu'il y a eu, c'était l'humain au centre de nos réflexions et le bien-être utilisateur autour de 3 grands axes. Vraiment, le bien-être physique, que tout le monde connaît aujourd'hui, le bien-être émotionnel et le bien-être cognitif. Et à ces 3 axes-là répondait un écosystème d'espace, tout simplement, au terme d'espace qui pouvait offrir différents types de postures, différents types d'environnement, donc intime, collaboratif, etc. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, effectivement, l'accent va se mettre plutôt sur les environnements collaboratifs et peut-être récupérer des surfaces qui étaient un peu oubliées jusqu'à présent. Typiquement, un endroit où on se trouve, où on se croise, ce sont les circulations qui étaient complètement négligées et qu'aujourd'hui on va peut-être réinvestir pour pouvoir vraiment avoir des lieux supplémentaires de rencontre. Oui, effectivement, cette dynamique, cette vie au sein de l'entreprise, c'est quelque chose de très important. On le voit dans vos contributions. On a besoin d'espaces qui vivent avec des points d'exclamation. Ça sous-entend bien que vos environnements peut-être personnels au sein du domicile sont un peu plus fades et on a besoin de cette vie, de cette dynamique, de ces échanges humains. Alors, il y a une autre typologie, j'ai envie de dire, de réponse qui est ressortie, c'est ce besoin de flexibilité pour développer une agilité face à ce que nous vivons aujourd'hui. On a besoin d'espaces qui répondent à une multiplicité de besoins. On a besoin de collaborer, on l'a dit. On a besoin d'espaces de travail partagés, mais on a aussi besoin de s'isoler pour travailler de façon plus productive peut-être, de plus concentrée en tout cas. Donc on a besoin d'espaces modulables qui permettent cette flexibilité, cette agilité et qui répondent finalement, on a vu aussi dans les contributions, le déploiement du flex office, le fait de pouvoir travailler sous différentes formes, différents besoins, différents usages. Et les espaces de demain se doivent de s'adapter et de permettre cette flexibilité. Effectivement, en fait, l'idée du flex office qui fait aujourd'hui écho à tous les sujets qu'on a et qu'on rencontre et que vous avez d'ailleurs échangé ce soir, c'est vraiment de se dire je ne vais pas aller au bureau et je suis une personne et je me retrouve à un endroit. Non, l'idée c'est vraiment qu'au sein même d'un environnement que l'entreprise va pouvoir nous offrir, il y a des moments où je vais pouvoir être en concentration, il y a d'autres moments où je vais être en collaboration et donc je vais être amenée à bouger. Et à partir du moment où je bouge, je vais pouvoir rencontrer en fait des personnes que peut-être je n'aurais pas rencontrées si j'étais restée à mon poste de travail. L'avantage aussi de ce sujet-là, c'est de se dire je peux avoir une activité qui me demande beaucoup de concentration et beaucoup de silence. Et donc du coup, on aura peut-être plutôt des territoires à l'intérieur des locaux en eux-mêmes, plus qu'une zone de travail, une zone d'équipe. Il y a un endroit qui sera spécifique pour la concentration, d'autres qui seront peut-être plus sur le collaboratif. Tout ça, c'est en transformation, c'est en mouvement. On est encore en train de travailler ça, évidemment. Le point vraiment aujourd'hui, et une des questions majeures, c'est typiquement l'endroit de détente. Un espace de détente aujourd'hui, on sait très bien qu'on en a besoin, parce qu'on a parlé de cohésion sociale, mais c'est aussi de la surface importante au cœur d'une entreprise. Et c'est se dire qu'est-ce qui ferait que cet espace détente ne soit pas uniquement un espace détente, mais bien un espace aussi de travail peut-être un peu plus informel, un peu plus spontané, mais c'est se dire comment je vais pouvoir l'équiper pour pouvoir répondre à plusieurs besoins. Voilà. Merci Myriam. Une dernière également idée qui ressort, une idée phare par rapport à cette question du pourquoi, c'est ce mot d'ouverture, ce besoin d'ouverture. On parle d'espace ouvert, mais pas que. Besoin de s'ouvrir aussi à d'autres acteurs du territoire. Donc pourquoi faut-il changer notre espace de travail aujourd'hui ? Pour cette raison-là, on a aussi besoin de parler à d'autres personnes, de partager des expériences, de s'ouvrir à d'autres acteurs et de ce fait de pouvoir accueillir dans des lieux différents acteurs de différentes organisations. Ce que je comprends de l'ensemble de ces contributions, c'est que l'environnement de l'entreprise de demain, c'est résolument un lieu dans lequel on va vouloir venir échanger, où il y aura du dynamisme, de la vie, de l'activité. C'est vraiment ce lieu riche d'échanges, de rencontres que l'on souhaite mettre au cœur de nos organisations.
Alors, à la seconde question, comment repasser son environnement de travail? On voit là que c'est un petit peu plus complexe maintenant, quand on doit se projeter. On peut aller voir d'ailleurs le nuage de mots qui va nous montrer les tendances qui ressortent sur cette seconde idée. Effectivement, on voit qu'il n'est pas aisé de se projeter aujourd'hui. On l'a dit, on ne sait pas de quoi sera fait demain, on ne sait pas comment nos fonctionnements vont évoluer demain. Donc, il est difficile de se projeter. Et une idée est ressortie de vivre des ateliers pour justement faciliter cette projection et voir comment vivre le travail autrement. On voit même dans les typologies, les mots employés, on est dans un champ lexical qui est tout autre que celui du champ traditionnel de l'organisation. On veut vivre son travail différemment. Alors, comment repenser son environnement de travail? On a une idée qui ressort et plusieurs idées dans cette thématique-là, de moderniser ses locaux pour finalement sortir des conformismes, sortir des schémas de pensée traditionnels, en vivant dans des nouveaux locaux plus modernes, plus actuels, plus contemporains. Après avoir décloisonné un lieu, un bureau, on cherche à décloisonner le travail aujourd'hui. C'est une idée phare qui ressort et qui doit se concrétiser, se matérialiser dans l'environnement. D'autres idées qui ressortent également, c'est le fait d'impliquer les collaborateurs dans ces réflexions. On en a parlé pendant l'introduction de cet événement. Ça paraît être un enjeu phare pour chacun. C'est les collaborateurs qui vivront dans ces environnements-là, c'est eux qui se les approprieront. Il est nécessaire de les impliquer dans ce processus. Il y a un équilibre à trouver. On parlait de cette multiplicité de lieux, d'agilité. On parle aussi du besoin de se concentrer. Et là aussi, on sent que ce n'est pas chose aisée que d'imaginer des lieux qui permettent de trouver ce fameux équilibre entre l'agilité, entre la discipline aussi, le besoin de se concentrer. Cet équilibre, il n'est pas simple à trouver pour nous travaillant dans des organisations et imaginer ces espaces là-dessus. Myriam, comment on peut arriver à trouver ce point d'équilibre qui facilite ce multi-usage, multicanal, cette flexibilité, tout en ne perturbant pas finalement la production et le travail de chacun? Alors, c'est difficile de dire qu'on ne sera pas du tout perturbé en cherchant cet équilibre-là, puisque c'est un travail commun, collaboratif. Aujourd'hui, pour arriver à cet équilibre-là, il va y avoir différents facteurs. Et pour offrir la possibilité d'avoir justement des zones de repli calmes et puis d'autres de collaboration, il va falloir qu'on travaille avec les collaborateurs justement en atelier pour bien définir le besoin. Il y a peut-être certaines entreprises qui vont dire tout le travail de concentration, vous le ferez à domicile. Et tout, quand vous reviendrez en fait sur le site, ça sera vraiment pour être complètement dans du collaboratif. Donc c'est difficile de répondre à cette question-là parce que finalement c'est du sur-mesure. Tout va dépendre de l'entreprise, tout va dépendre de l'activité. Quoi qu'il en soit, quand on va penser environnement, on va penser bâtiment. Donc, il va falloir aussi composer avec quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui, ce sont les contraintes du bâtiment. Donc, nous, on fera aussi une analyse du bâtiment en se disant telle zone est naturellement bruyante. Donc, on va venir mettre proche de ces zones-là plutôt des espaces collaboratifs qui vont eux-mêmes générer du bruit. Et on va peut-être plutôt protéger les espaces calmes en les mettant peut-être en bout de plateau, etc. Tout ça, ça va dépendre vraiment de chaque configuration de bâtiment et surtout de chaque activité des entreprises. La question est complexe. Ça dépend de l'entreprise, de ses marchés, des hommes et des femmes qui travaillent à l'intérieur, mais aussi des contraintes techniques du bâtiment. Donc on voit que d'où cette complexité à se projeter. Et vous voyez, j'aimerais terminer là-dessus, vous voyez un mot-clé qui ressort dans cet écran, c'est tiers. C'est pas anodin, ça vient du mot tiers-lieu. Vous en avez longuement parlé aussi dans vos échanges. Le tiers-lieu, on parlait d'ouverture, de s'ouvrir aux autres et finalement de penser le travail autrement, repenser son environnement de travail, c'est aussi intégrer dans ces réflexions de nouveaux environnements, de nouveaux espaces pour collaborer, pour travailler, tels que les tiers-lieux. Alors vous avez dit le coworking, ce sont des espaces réservés à la production, au travail productif. Les tiers-lieux, ce sont des espaces dans lesquels on va rechercher une communauté, on va rechercher ces échanges. On voit là aussi l'importance de cet échange humain, du besoin de se retrouver entre acteurs de divers horizons. Alors, les tiers-lieux, on voit que c'est un sujet important pour vous, pour rapprocher le lieu de travail des lieux de vie. Là aussi, on voit bien qu'on sort du champ stricto sensus du bâtiment physique de l'entreprise. On parle de mode de fonctionnement, on parle d'environnement télétendu et de mode de vie également. D'où la complexité de cette question. Et c'est de repenser l'environnement de travail physique, non pas uniquement à l'échelle de l'organisation. Les barrières tombent complètement. On va penser multi-lieux.
On parle aujourd'hui de travail à domicile et de travail dans l'entreprise. Demain, on parlera de tiers-lieux dans lesquels on pourra se retrouver. Et de ces fameux lieux hybrides qui nous permettront de retrouver cette envie et ce besoin d'échange permanent, de communauté de sens qui se retrouvent et qui ont besoin de ces échanges qui permettent de donner de la vie au travail de chacun, au travail de quotidien. Myriam, est-ce que tu souhaites rajouter un petit mot par rapport à... Est-ce que tu es surprise de ce qui ressort ce soir ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées ? Quel est ton regard ? Pas de choses abordées, ça c'est sûr, parce que le sujet est tellement vaste qu'en fait on pourrait en parler des heures. Non, je rajouterais juste un petit point sur le dernier échange que tu viens de donner. C'est de se dire, on parle effectivement de tiers-lieux, plus de coworking mais de co-living. Donc ça c'est vraiment l'anglicisme, mais ça porte bien son nom par rapport à tout ce qu'on vient de décrire. Ce qui est intéressant aussi dans cette possibilité-là, c'est que je ne vais pas être forcément avec des gens de mon entreprise. Je vais peut-être aussi me retrouver avec d'autres personnes. Donc ça va ouvrir aussi mon champ de perspective. Ça va titiller un peu ma curiosité, ma créativité. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est bénéfique aussi bien pour l'individu que pour l'entreprise dans laquelle on travaille. Mais tout ce travail-là, vraiment, toutes ces possibilités-là, en fait, ça ouvre beaucoup de choses de manière individuelle qui sont riches de sens. Et c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on recherche, je pense tous, c'est vraiment une quête de sens, aussi bien au travail qu'en personnel. Et c'est une possibilité pour nous en plus. Voilà. Merci Myriam. Merci. On va terminer sur ces mots, une quête de sens. Alors avant de clôturer cette rencontre, on va retrouver Thierry et Michel qui vont nous donner un petit peu leurs observations, leur éclairage par rapport à tout ce que nous avons pu partager au cours de cette rencontre. Merci à vous. Merci. Oui, Michel, c'est le temps de la conclusion. Donc, nouvel événement passé. Je te cède la parole. Oui, je ne sais pas si on peut conclure aujourd'hui parce que le champ est vaste. Et moi, je pensais qu'on était venu parler d'espaces, de bureaux, et finalement de zones finalement assez limitées. Et puis on a parlé de l'humain, on a parlé d'ouverture, on a parlé de vivre. Finalement, on se rend compte, et peut-être qu'en ce moment, les frontières sont en train de tomber, de s'abolir, et que finalement, il en va des bureaux comme de l'architecture, l'urbanisme. La ville aussi va bouger. Je pense que c'est quelque chose qui va évoluer. Et peut-être c'est une nouvelle aventure qui va s'ouvrir, qui va durer longtemps, qui va s'ouvrir sur quelques décennies. Mais il va falloir repenser tout un tas d'éléments. Et puis il y a un mot qu'on partageait tout à l'heure aussi, c'est que finalement le lieu de vie, le lieu de travail, il est toujours lié au dépaysement. C'est-à-dire comment je vais dans un lieu où je trouve autre chose. Et on revient finalement à l'introduction de départ. On aime bien, tu disais tout à l'heure que c'était rassurant d'avoir des cadres. Et aujourd'hui, je crois que tout ça est en train de voler un petit peu en éclats. Il faudra que les lieux de vie, les lieux de co-living, Myriam disait, je crois que c'est tout à fait juste, évoluent. Mais c'est plutôt de bonnes nouvelles quand même ce soir. Je pense que ça ouvre sur des horizons, des perspectives tout à fait, en tout cas passionnantes. Nous, on est passionnés à la fois modestes, parce qu'on a beaucoup parlé d'espace de travail, mais c'est une partie seulement des questions qui nous sont posées aujourd'hui. Intéressante, mais une partie seulement. Oui, merci Michel. Effectivement, des tas de bouleversements. Alors, tu parles de dépaysement. Et le dépaysement, j'irais, pour faire un petit clin d'œil à ce qu'on disait tout à l'heure, Victor Hugo et Voltaire l'ont vécu en regardant en exilé, en regardant un peu plus la France, la société et l'évolution de la société française. Oui, cette notion de dépaysement est très intéressante parce que dans les tiers-lieux et dans les espaces de vie, parce que l'entreprise, finalement, on se rend compte qu'elle va à la conquête des territoires. Enfin, on veut l'espérer, qu'elle va aller complètement à la conquête des territoires. Alors on parle de tiers-lieux, effectivement, mais en fait, ces tiers-lieux, on l'a dit, co-living, flex-office, coworking, corpo-working, hôtel d'entreprise, tout un tas de choses qui ont existé
par le passé, sous des formes, je dirais, très différentes. Il ne faut pas faire d'amalgame, je crois, hein, Michel, avec tout ce qui se passe, entre ce qui se faisait avant et ce qui va s'écrire maintenant. C'est ça l'enjeu. Il faut oser, hein, ce courage, certainement, cette audace de dire on va reconstruire différemment. Alors, cet événement s'inscrit, comme on l'a dit au tout début de cette soirée, on a dit s'inscrit dans le programme 2021 de The Good Company, des événements The Good Company. Sachez qu'en 2020, il y a eu pas mal de concertations sur cette notion de tiers-lieu et des acteurs autant privés que du monde du public, que des collectivités, ont été intégrés dans des champs de concertation qui fait que, finalement, cette réflexion, comme on l'a menée ce soir, elle a suivi un certain chemin. C'est une acculturation progressive de nous tous, parce que, et certains qui participent ce soir avec nous le savent, en juillet, on parlait totalement différemment de cette notion de tiers-lieu et on l'appréhendait de manière totalement différente. Et entre ce qu'on s'est dit avec des acteurs très impliqués dans le sujet et ce qu'on se dit aujourd'hui même, il y a énormément de choses qui se sont passées et qui ont évolué. Donc, elles vont continuer à évoluer. Donc, finalement, j'ai envie de dire que l'espace de l'entreprise, il est multiple et c'est surtout un espace ou un environnement qui a une âme, une identité dans laquelle on doit se retrouver. Myriam parlait à nouveau de la quête de sens et Marie, c'est vrai, mais pour véhiculer le sens, il faut qu'il y ait une âme, qu'il y ait une ambition, qu'il y ait une identité, qu'il y ait une valeur culturelle. Donc, probablement, oui, des environnements, oui, des espaces, oui, mais de l'animation, de la vie, de la relation sociale. Et ça ne s'improvise pas, ça s'anime. Une relation sociale, ce n'est pas parce qu'on met un super cadre que tout d'un coup, tout va se passer super bien. Non, on sait qu'il faut aller animer, créer les conditions telles qu'on puisse avancer. Et puis, j'ai presque envie de dire, et ça a été rappelé, que les tiers-lieux, l'entreprise, étant à des endroits très différents, répartis, ça efface le cloisonnement qui pouvait exister, déjà en leur sein, et ça a été dit également, mais au-delà, entre elles. Donc cet esprit de communauté dont on parlait, c'est peut-être l'avenir, hein, se rassembler, se fédérer, rassembler nos forces pour créer cette fameuse survaleur. Alors, je vais me permettre d'employer un autre terme. Finalement, est-ce qu'on n'est pas en train d'inventer l'écologie d'entreprise, une nouvelle vie, un nouvel écosystème du champ de l'entreprise ? Voilà ce que je voudrais en dire et retenir. J'espère qu'on partage beaucoup de tout ce qui a été dit. On a encore pas mal de travail. Des choses sont en train de se concrétiser aujourd'hui. Et les tiers-lieux, finalement, je vais le répéter, dans le champ du dépaysement que tu évoquais, c'est vraiment une façon d'aller reconquérir nos territoires, puisque on les espère investir les cœurs de ville, redynamiser nos villes et certainement investir notre environnement de proximité de telle sorte à ce que ces vies sociales qui existaient dans nos villages, il fut un temps, on a connu ça, nous. D'autres jeunes générations... On est un peu paysans, nous. Oui, voilà, on est un peu paysans, c'est ça. Mais c'est vrai, entre le côté paysan, le côté rugby, il y a des choses très, très terriennes. Et on espère retrouver cette âme dans nos villes, dans nos villages. Et ce qu'on est en train de vivre peut être véritablement un levier de transformation. En tout cas, assurément, le mouvement est lancé. Bien, alors on va remercier dès à présent tous ceux qui ont bien voulu participer, se joindre à nous pour échanger, pour donner leurs idées, continuer à contribuer sur Colidé, cette plateforme d'échange et de concertation.
La concertation, c'est une façon d'avoir une force collective qu'on ne peut égaler en faisant des petits bouts à droite à gauche. C'est le moyen de se rassembler, de se fédérer, je dirais, dans un sens progressiste. Et on en a bien besoin. Donc, continuez à contribuer sur Colidé. Je crois que vont apparaître sur votre écran les prochains événements The Good Company, les prochaines rencontres, le 15 avril. Et là, on abordera dans ce cadre-là, entrer dans une économie collaborative avec Colidé, la plateforme d'animation communautaire. Le suivant, le 6 mai, revitaliser les relations sociales dans un climat anxiogène. Je ne sais pas de quoi on veut parler. Déjà, le 6 mai, je ne sais pas quelles seront les conditions dans lesquelles on pourra réaliser cette prochaine rencontre, et je l'espère, dans un environnement physique à nouveau, ouvert, convivial. On ne va pas chasser le digital, le numérique, mais quand même, si on pouvait se réunir, ça serait, pour tout dire, assez génial, et c'est ce qu'on va se souhaiter. Donc, merci à toi, Michel, merci à toute l'équipe. Merci à tous. Et à tous ceux qui rendent possible ces événements, parce que c'est un sacré travail. Hein. Tu l'as vu, Michel, à la régie, ça court partout. Les scénarios sont bien ficelés et il y a un beau travail derrière. Et bravo à toute l'équipe et merci à vous tous. Et on compte sur vous pour pousser ces idées et surtout entrer en résonance et en parler autour de vous, autant que faire se peut. Merci de votre attention et bonne soirée. Merci.